Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Et les mariés, son fumigène a commencé à faire un bruit un peu bizarre. Le concept est fou, c'est Allo Corner. Il y a aussi des astuces auxquelles on ne pense pas forcément, qui tournent en écho quoi. Ok, c'est normal. À l'américaine mais en version Bordeaux quoi. C'est des domaines qui à mon sens sont assez atypiques et très quali. Nous accueillons Pierre Ontas, photographe de mariage originaire de Codéran. Spécialiste du grand jour, Pierre nous livre de nombreux conseils précieux pour orchestrer un mariage parfait. De la sélection du photographe en passant par le choix du costume, de la robe jusqu'au traiteur. Avec Pierre, on découvre comment bien anticiper ses préparatifs de mariage, minimiser les coûts sans compromettre la qualité et injecter une dose d'originalité dans ses célébrations. Il nous partage ses bons plans pour planifier un EVG et EVJF mémorable. Et parce que le lieu de réception est le cœur battant de tout mariage, Pierre nous fait découvrir une sélection de châteaux dans la région Nouvelle-Aquitaine. Que votre budget soit modeste ou illimité, que vous rêviez d'un cadre historique, moderne ou en pleine nature, il y a toujours un château prêt à accueillir votre histoire d'amour. Et c'est parti! Hop, parfait. Prêt à démarrer Pierre? Allez c'est bon. C'est parti. Bonjour Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous voir, nous rencontrer sur Bordeaux Stories. Avec plaisir en tout cas. Avec toi Pierre, aujourd'hui on va parler mariage, puisque tu as une casquette de photographe vidéaste et accessoirement de créateur d'un site blog dédié aux futurs hommes mariés. Très bien, je pense que tu es la bonne personne pour parler mariage. En tout cas j'essaye. Ok, et bien c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pierre, traditionnellement on commence par une petite présentation, donc tu as déjà dit ce que tu faisais un peu dans la vie, ton âge et toi t'habites où? Alors j'habite à Codéran, natif codéranais de base, et j'ai donc 32 ans. Et je viens du monde du mariage depuis maintenant, je suis arrivé dans le monde du mariage depuis 1 an officiellement. C'était le 15 janvier, donc j'ai soufflé ma première bougie dernièrement. Donc là en tant qu'auto-entrepreneur et vraiment solo, puisqu'avant j'étais dans une autre entreprise. Donc ça fait un petit temps maintenant que tu roules ta bosse sur sur ce sujet là, le mariage. Je commence un peu même si au final ça reste récent puisque c'est quand même qu'il y a en gros 2 ans que j'ai mis le pied dedans et 1 an officiellement à mon compte, donc c'est quand même jeune, mais en tout cas je commence à avoir plusieurs petites notions dans le domaine quoi. Ouais, parce que donc t'expliquer, tu m'en parlais en off mais c'est un sujet qu'on va détailler. T'as un média, c'est ça que t'as lancé autour sur le sujet justement du mariage. Ouais. Oui, donc c'est ce site blog qui s'appelle Le Marié de la Lune, qui est un dérivé de mon nom de photographe et de vidéaste, à savoir l'Ours de la Lune. J'ai fait ce site. La jeunesse du projet, c'est que je me suis marié le 30 septembre dernier laïquement. Quand on a fait les recherches de prestataires il y a 2 ans de ça pour avoir un petit peu savoir ce qu'on prenait, aussi bien DJ, le domaine, des bons plans, toute l'organisation, tout ce qui peut être autour du mariage, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de support dédié à l'homme. Et il y avait beaucoup de sites plutôt basés sur tout ce qui est sur le côté femme. Alors c'est pas péjoratif, loin de là, mais c'est vrai que typiquement sur la partie costume, barbier, je m'y retrouvais pas. Il n'y avait pas d'onglet, on va dire, sur ça. Donc voilà. C'est vrai que j'ai l'impression, alors je ne suis pas encore passé par la case mariage, mais j'ai l'impression que c'est vrai que le sujet mariage très souvent en fait est pris en main plus par madame. Alors, finalement que par monsieur. Statistiquement parlant, on va dire. Ça, et puis dans l'imaginaire des gens, il y a encore ce côté-là, mais c'est en train de changer. Et c'est surtout qu'il y a aussi de ça, parce que justement, les hommes disent oui, en même temps, on n'a pas de support qui nous sont dédiés, donc on n'a pas trop notre place là-dedans, on sent qu'on n'est pas forcément les bienvenus. Ce qui peut être vu comme une excuse aussi de se dire tu pourrais quand même faire un effort d'aller chercher des trucs. Mais en tout cas, il n'y a rien qui est fait pour pousser à se dire j'ai ça. Et donc je me suis dit, je vais créer le propre support pour avoir vraiment mon bon plan, mon bon endroit pour parler de bon plan et qu'on puisse se retrouver et échanger là-dessus et tout ça. Le mariage, c'était venu comment en fait? Bosser sur le sujet du mariage, ça a été d'abord la photo, ça a été d'abord le mariage, ça a été quoi en fait la genèse?
La jeunesse du mariage, c'est j'ai eu un premier mariage où j'ai fait la vidéo d'ailleurs, parce que à la base photo c'était une passion. Je suis arrivé à la vidéo parce que j'ai travaillé avec un de mes témoins d'ailleurs de mon mariage, où je lui faisais son premier clip de musique. Donc on a fait pas mal de clips de musique. Et donc c'est là où je suis arrivé dans la vidéo. Et donc là, j'ai eu un moment une proposition de faire la vidéo de mariage. Et j'ai dit ok, c'était du coup là, pour mon premier pas là-dedans. Et après, j'ai eu quelques opportunités en photo et tout ça, et en vidéo. Et je me suis dit, à côté, travailler avec les entreprises, travailler avec les particuliers sur le monde du mariage, c'est pas du tout le même mood. Tu es dans un univers, un environnement, un moment qui est quand même beaucoup, qui est assez festif, quoi, positif. Alors, ouais, il y a ça, et il y a aussi une chose qui est assez clé dans la différence, c'est que... Par rapport au travail pour des entreprises, sur des reportages, ouais, entre guillemets, plus classiques, c'est ça? Par rapport aux entreprises, la com, c'est toujours vu d'un point de vue patronat comme quelque chose d'utile, bien, qu'il faut faire en avant. Mais secondaire par rapport à des sujets qui sont prioritaires par rapport à l'entreprise. Et d'un point de vue salarié, c'est bon, mais le patron a dit qu'on devait faire une vidéo, des photos, donc on va le faire, mais bon, c'est son idée, pas la nôtre, quoi. Donc souvent, on arrive dans une atmosphère où... un cadre contraint. Des fois, c'est contraint, des fois, ça ne l'est pas, mais en tout cas, c'est pas prioritaire. Et c'est un peu vu à la légère. Et du coup, souvent, c'est voilà, un peu bon, ah oui, il faut que je pense à lui répondre, ou ah oui, il y a ça. Et on montre à Josiane de la compta la vidéo, la photo, et Josiane donne son petit avis, alors que ça fait des retours. Enfin bref. Dans le mariage, c'est pas pareil. C'est pour ça que je me suis mis là-dedans, parce que c'est mentalement plus sain, à mon sens. Parce que, en fait, c'est un moment hyper unique dans la vie des gens. Et ils sont très très attachés à ce moment-là, et ils sont hyper investis, et le rapport est pas du tout le même, et du coup c'est ça qui fait que on peut être beaucoup plus créatif, et deux, on arrive à un moment joyeux de la vie des gens, et ils sont très à l'écoute de ce qu'on dit, et voilà. Tu te sens plus libre, toi, en tant que photographe, et en termes créatifs. J'imagine que, voilà, au-delà du côté projet qui peut être un peu plus difficile à gérer quand tu travailles pour une entreprise, pour du reportage photo, là, tu as une certaine forme de liberté, de créativité, d'engagement aussi, peut-être de la part de tes clients, qui sont les mariés. Ah oui, on est plus créatif, puisqu'on peut mettre sa propre patte, parce que les entreprises sont très codées de par leur charte graphique, c'est normal. Mais là, on peut se dire, ok, je fais vraiment ce qui me plaît, ce qui n'empêche pas qu'il y a des contraintes. Attention, c'est pas non plus la totale liberté. C'est pas ton mariage. Non. Et puis j'essaie généralement de demander aux mariés qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Après, quoi qu'il arrive, j'essaye toujours de mettre le haut là s'il y a des idées un petit peu bancales, mais puisque j'aime pas trop tout ce que j'appellerais des idées un peu grotesques ou pas hyper quali. C'est quoi, c'est certaines mises en scène par exemple qui peuvent être demandées? Ouais, typiquement une photo que je déteste, c'est la mariée qui tire avec la corde le mari pour qu'il vienne, alors que le mari essaye de s'enfuir, quoi. Enfin, ça, D'accord, ouais, en termes d'image, c'est pas un truc qui te parle. Ça. Donc voilà, et puis j'ai vu des photos voilà, d'autres photos, ouais, sur lesquelles t'es pas... Après, moi, c'est mon avis, et je pas du tout envie d'être médisant, parce qu'il y en a qui ça parle. Et comme je dis toujours, le plus important dans un mariage, c'est que les photos parlent aux mariés. Donc si ça leur convient, c'est le plus important. Okay. Et je suis personne pour dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste que moi, il y a des choses qui me parlent pas. C'est quoi le style d'un photographe de mariage? Qu'est-ce qui va... Sur quoi tu joues quand on parle de style? Est-ce que ça va être sur les sujets des photos, ça va être sur les couleurs, sur l'ambiance, concrètement, tu vois, si on compare en fait deux photographes de mariage, on dit ils ont un style différent l'un et l'autre, ça va se jouer sur quoi? Sur plusieurs choses, au final. Évidemment, la première qu'on va voir, c'est le style des photos. Donc tout ce qui est colorimétrie, des photos lumineuses, des photos un peu plus sombres, des photos colorées, des photos désaturées. Donc c'est sur le rendu a posteriori, c'est ça? Il y a un côté... la première chose qui va faire qu'on va s'intéresser au travail d'un photographe, c'est vraiment ce qu'on peut voir au premier abord, savoir le rendu final de la photo. Ça retouche.
Et derrière, après, ce qui va jouer, ça va être comment il interagit avec toi. Avec son public, avec les sujets des photos, quoi. Comment il interagit avec le couple, comment sa manière de fonctionner, est-ce qu'il est plutôt sympa, est-ce qu'il est plutôt strict, est-ce qu'il est, au contraire, il est hyper discret, du coup il se fait oublier. Enfin, c'est des personnalités, puisque c'est un milieu, le mariage, où... en gros, on est tous à proposer des services. Je suis photographe, il y a des photographes, il y a des vidéastes, il y a des vidéastes, il y a des traiteurs et des traiteurs. Et c'est un milieu où l'humain est hyper important. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Je pense l'humain va faire qu'on accroche ou pas avec un photographe. Ouais, c'est intéressant parce que tu viens t'immiscer en fait quelque part dans leur moment. C'est comme au final, je compare toujours avec le tatouage. Il y a plein de tatoueurs, mais c'est vrai qu'on accroche avec le travail du tatoueur dans un premier temps, et après avec la personnalité. Et c'est un peu pareil. Ok. Donc, c'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'entre un photographe qui se fait oublier, en fait, ça va l'amener à prendre certains types de photos où on n'aura pas nécessairement des gens qui regarderont l'objectif, où il n'y aura pas forcément de mise en scène, mais ce sera plus des captures d'instants de vie, en fait, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Et le photographe directif qui, là, va peut-être créer ses propres scènes, placer les gens et capter peut-être davantage de regards, justement. Il y a tout, honnêtement. Même moi, je le vois dans les demandes des clients. Il y en a qui me demandent des photos volées parce qu'ils sont très, très mal à l'aise avec la photo. Et il y en a, quand ils voient certaines de mes photos de shooting d'inspiration, j'ai eu une mariée qui m'a dit je veux cette photo tout le temps. Je lui ai gentiment fait comprendre que j'essaierais de faire au maximum, mais que sur des trucs hyper posés, typiquement à la mairie ou à l'église, ça va être compliqué de faire voler le voile ou de faire une pause, voilà. Mais voilà. C'est ça qu'elle voulait, en fait, c'était où on ressentait le mouvement, c'est ça un peu dans les photos. Elle voulait en gros que ça soit des photos que j'appelle photos Vogue, quoi, les premières de couverture de magazine, enfin hyper travaillées. Mais au final, c'est des véritables shootings, donc oui, on peut faire ça à certains moments de la journée, mais il est évident que pendant le cocktail, elle va pas aller se dire excusez-moi, je vais aller poser à côté ou pendant le repas ou pendant la danse. Mais on fait au maximum. D'accord. Voilà. Donc, et le troisième critère qui va définir ensuite le photographe, c'est le choix en tout cas, c'est le prix et les conditions qu'il applique à son prix, à savoir combien il y a de photos vendues. Quelles prestations il comprend dans son prix. Et, tu peux nous donner des exemples de fourchettes, je sais pas, peut-être de fourchettes budgétaires. Honnêtement, de fourchettes, il y a des photos larges. Je dirais j'ai vu des photographes commencer à 200 et des photographes qui vont jusqu'à 5000. Ok. Mais concrètement, je vais m'attarder, et encore une fois, ce n'est que mon point de vue, ça ne fait pas bien sûr. guise de vérité absolue, mais le photographe à 200, j'irai pas forcément. Parce que déjà, si on retire tout ce qui est frais, URSSAF et compagnie, il n'a plus rien à la fin, donc je vois pas trop comment ils peuvent véritablement dire qu'il vit de son métier. Et en termes de livrables, en fait, à la fin, donc on comprend qu'il va y avoir une différence entre le photographe à 200 € et le photographe à 5000. J'imagine que le photographe à 5000, il a une réputation qui le précède. Ça va être quoi les types de livrables, justement, qu'il va pouvoir proposer en plus que le photographe à 200 ? Je fais exprès d'appuyer un peu le trait. Mais Non, mais tu as raison. En fait, il y a plusieurs choses qui vont établir le prix. Comme tu dis, il y a la renommée du photographe, la qualité de son travail et généralement aussi ses demandes. S'il a beaucoup de demandes et qu'il est renommé, il va gonfler les prix et pour en avoir moins, mais gagner tout autant ou plus et grand bien lui fasse. Donc réputation, ça vient offre et demande et c'est ce qui peut en partie faire gonfler le prix. Oui, c'est ça. Après, si on part sur la moyenne de ce qui se fait, sur une journée complète, j'entends, donc à peu près 15 heures, une fourchette se ferait, où j'estime que c'est OK, c'est entre, je dirais, 1005 et 2005. Ça, c'est la moyenne d'une journée à 15 heures à peu près. OK. Que j'estime être une bonne moyenne. Juste, quoi, on va dire. En dessous, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Au-dessus, c'est parce que le photographe est très très bon. Il y a... Au final, comme tout, partout dans d'autres métiers, le gars est connu ou la femme est connue et que du coup, tu payes. Tu payes cette partie-là. Quelque part, ouais. En termes de livrables,
qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de la part d'un photographe, et ça peut aller de où jusqu'à où sur un mariage? Question un peu large. En livrable, ça va être les photos. Alors, c'est quoi? Ça va être sur un nombre de photos, ça va être sur la retouche, ça va être sur des allers-retours après avec les mariés, ça va... Alors, il y a, encore une fois, il y a plusieurs manières de fonctionner dans les photographes. Moi, je fonctionne d'une manière et des confrères que j'ai vus typiquement au salon du mariage ne fonctionnent pas du tout comme moi. Et pourtant, on est sur le même salon, au même moment, au même endroit, et on est des photographes de Bordeaux. Typiquement, ça va varier sur un nombre de photos différents. Il y en a, c'est un chiffre très très précis, et après, ils donnent des options à rajouter pour payer des photos en plus. D'accord. Moi, je ne marche pas comme ça. Qu'on ait un ordre d'idée, c'est quoi une centaine, 200 encore une fois, sur une prestation similaire, j'ai aussi bien entendu sur le salon qu'il y en a qui livrent 150 photos, il y en a qui en livrent 70, et il y en a qui en livrent 700, 800. D'accord. Donc okay. c'est ça vraiment va de plusieurs dizaines à plusieurs centaines. Ouais, en fonction déjà du temps de prestation et aussi la manière de faire du photographe, quoi. D'accord, ok. C'est hyper variable, honnêtement. C'est pour ça que c'est important de se renseigner, parce qu'il y a tous ces aspects-là qui fait que à la fin, on est sûr du résultat. Ok. Qu'est-ce que tu as pu voir de différent justement par rapport à certains collaborateurs autres là, que tu as vus sur le salon du mariage? Ce que toi tu proposes en presta, est-ce que eux peuvent proposer? C'est-à-dire de différence sur les livrables, par exemple. Tu vois, on se parlait là du nombre de photos que le photographe peut garantir en mettant à dispo sur la fin du mariage. Mm-hmm. Il peut y avoir quoi? Il peut y avoir des options de retraitement retouche, il peut y avoir tu vois, t'inclus des allers-retours avec les mariés pour reprise de certains éléments sur les photos. Alors, sur quoi ça peut jouer, quoi? Typiquement, sur les options qu'il y a, dans ce qui se fait, il y a le drone, typiquement. Alors moi, je ne le mets pas en option, mais ça fait partie de mon offre, mais il y en a qui le mettent en option. Des retouches supplémentaires, des retouches en noir et blanc supplémentaires. L'impression de livres, photos. Après, ça peut être une présence au brunch ou un traje de dress. Donc, traje de dress, c'est quand, après le mariage, généralement, ce qui se fait, c'est la mer ou sur la plage. Donc, la mariée va dans l'eau et donc la robe... Après, c'est compliqué de la reporter. Ouais. Mais voilà, ça fait des photos... Traje de dress. Exactement. Ça porte bien son nom. Voilà. Donc, ça peut être ce genre d'option. Donc, ça peut être ce genre d'option. Mais il y a, je sais qu'il y en a qui ont aussi l'option de photo booth. Mise à disposition. Franchement, c'est varié. Voilà. Ok, très bien. Bon, ça nous fait une belle intro donc, sur toi et sur ton travail de photographe. On va ouvrir le chapitre donc, des préparatifs de mariage. Oui. Comme tu as un aperçu assez global de la préparation du mariage, des différents types de prestats, les postes à travailler, tant de par ton expérience perso que par ton expérience pro, on va te faire parler un peu, Pierre. Allez. Premier sujet, la chronologie du mariage. En 2024, préparer un mariage, pour l'avoir vu un petit peu autour de moi, je sais que c'est quelque chose de long, c'est un véritable projet qu'on peut avoir en fait en parallèle de son boulot. Une fois que la demande a été faite et idéalement acceptée, c'est toujours mieux pour commencer le process. C'est sûr. À quel moment est-ce que tu t'inquiètes de quel sujet? Tu commences par quoi? Alors, je vais commencer par dire ce que j'ai typiquement dit au centre du mariage là, que j'ai fait aux futurs mariés, à savoir que le Covid a changé une habitude assez importante à savoir. C'est que maintenant, avant le Covid, on mettait 1 an pour préparer son mariage. Maintenant, c'est 2 ans. Ça s'explique parce qu'il y a eu des décalages de mariage pendant le Covid sur les années suivantes. Et du coup, certains prestataires n'étaient plus disponibles sur les années que les futurs couples voulaient. Et donc, ça s'est mis sur 2 ans. Ça a créé un embouteillage, quoi. Exactement. Alors là, 2024, on arrive à la fin de cet embouteillage, mais les habitudes sont restées de prendre 2 ans pour prendre le temps de bien organiser. Et du coup, il y a des prestataires clés qui, il faut les réserver 2 ans à l'avance si on veut être sûr de les avoir sans trop de problématiques. Les premiers. Le premier, c'est les domaines. Château, domaine, etc. C'est les salles. Premier truc qui est pris d'assaut.
Ok. Là, typiquement, quand je préparais l'interview, je regardais certains domaines et il y en a qui ouvrent leur calendrier 2026. D'accord. Pour donner une idée. Ouais, donc on est début, donc on est début même 2024. on est loin, quoi. Le deuxième, c'est le traiteur. Et le troisième, c'est le photographe. Ok. Parce c'est les trois premiers où... voilà. Ouais, tu te dis, donc si tu es dans une optique de te marier à 2 ans, tu dis, il faut que je démarre par ça, quoi. Le lieu, les trois premiers. Le lieu, le traiteur, le photographe, le reste, je peux me laisser un petit peu plus de latitude. Ouais, voilà. Bah, c'est-à-dire qu'après, il y a tout ce qui va être DJ, tout ça. Mais c'est pas dans le... c'est pas dans ce qui arrive naturellement dans le choix des mariés. D'accord. Là, typiquement, les mariés, je sais qu'ils pensent vraiment domaine, traiteur, puisque c'est généralement lié, les deux. Parce qu'il y a des fois, il y a des domaines qui acceptent que certains traiteurs ou ils veulent être sûrs. Enfin, voilà. Et après, c'est du coup les photos. Et après, le reste vient, mais ça prend un peu plus de temps. Ok. Inversement, pour ceux qui sont un peu plus à l'arrache, on va dire. Ouais. Donc le DJ, là encore une fois, je grossis le trait, hein, mais le DJ, on peut se dire que ça peut être plus ou moins du last minute. Il y a quoi d'autre comme type de presta, de sujet qu'on peut se permettre de voir un petit peu sur la fin, je dirais peut-être à 6 mois ou à 3 mois? Alors, on disait DJ, l'exemple est aussi... Bon, après, j'étais en plein embouteillage Covid, donc bon, ça, c'est pas une vérité non plus absolue, mais nous, notre DJ, on est passé par la Black Machine, et c'est en gros une espèce de carriole pour faire un bar vinyle. D'accord. On en avait 4. Et sur notre date, c'est un prestataire? Ouais, c'est un prestataire. Okay. Et le principe, pardon, si tu peux expliquer un petit peu. C'est en gros, c'est un DJ qui arrive avec en gros une caravane pour faire passer des vinyles. Et comme ça sur le cocktail en extérieur. Donc c'est hyper sympa. Et c'est quoi? C'est les gens qui choisissent Ouais. Bon, après, il a la setlist qu'on lui met pendant le cocktail. Donc il fait sa tambouille. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui veut mettre un vinyle, bam, ça passe sur un vinyle. D'accord. Et là, typiquement, au mariage, à un moment, j'ai mis un vinyle de Belmondo. Ok. Voilà, c'était assez marrant, mais voilà, c'était cool. Donc sur ce genre de prestation un petit peu originale, en fait, là, tu te dis, oui, faut que je book à l'avance, quoi, par contre. Là, il y en avait 4, et je crois qu'il en restait que 2 quand on a fait l'ASA. Mais encore une fois, on s'était sorti Covid, donc c'est pas forcément. D'accord, tu peux te dire que ça peut être un peu plus simple après. Et donc, pour ce que tu disais, ceux qui sont à l'arrache... les sujets sur lesquels on peut se laisser plus de temps. On va dire comme ça. Qui n'ont pas peur, qui ne sont pas stressés, dirons-nous. Tout peut être encore trouvé. J'en vois sur le groupe Antide de Bordeaux combien de demandes pour cette année-là encore. Pour cet été, tu veux dire? Ouais, pour cet été. Là, j'ai même eu au salon quelqu'un qui me demandait pour avril. D'accord. De cette année. Ok, donc à 3 mois, quoi. Pas stressé. Donc j'ai dit, bon, là, c'est compliqué. Mais après, tout est trouvable. Il suffit que le prestataire n'ait pas rempli cette date-là avec des mariages. C'est possible, mais... Disons que ça te laisse moins de latitude en termes de clients, quoi. Tu as moins le choix. C'est-à-dire que d'un point de vue marié, ils auront moins le choix des prestataires qui restent, quoi. Ok. C'est la seule... c'est possible de trouver quelqu'un, mais le choix est amoindri. Plus restreint. Et pareil, en termes de délai aussi, je déconseille de s'y prendre 3 semaines avant pour une robe et un costume. Surtout si on veut du sur-mesure. Ça peut prendre un peu plus de temps, à savoir, vaut mieux du 2-3 mois avant, quoi. Ok, on peut s'en douter, effectivement. On va passer en revue. Il y en a qui s'en doutent pas. Ouais, ok. Ouais. Ils savent pas, donc ils pensent que voilà, quoi. Ok. Ça va bien se passer et qu'on est là, on est dispo. Okay. Et quand on dit non, ils font bon, ben. Surprise. Ouais, beaucoup. J'en ai vu pas mal de surprises. Ouais. On va passer en revue un petit peu les différents types de prestations, préparatifs. Donc par ça, j'entends tenue, traiteur, musique, déco, photographe. Je voudrais que tu nous dises à chaque fois un petit peu, tu nous donnes tes astuces ou les sujets à réfléchir pour chacun de ces prestats. La tenue, donc que ce soit robe ou costume, déjà en termes de délai, tu me disais idéalement anticiper un petit peu, donc quand on veut faire du sur-mesure. Sur le sur-mesure, faut anticiper. C'est pas trop anticiper parce que variation de poids, tout ça, ça peut faire que. Mais faut anticiper. L'idéal, généralement, ce qui se fait en moyenne, c'est
Les gens conseillent de venir 5 mois pour être bien avant, à peu près. Après, il y en a qui fonctionnent différemment, mais dans la moyenne, entre 5 et 3 mois avant, c'est bien. Ok. Parce qu'il y a le choix. Déjà, il y a la recherche. Est-ce qu'on fait du prêt-à-porter? Est-ce qu'on fait du semi-mesure, du sur-mesure? Il n'y a pas de mauvais choix. Ça, je tiens à le dire. Typiquement, à mon mariage civil, j'ai fait du Father & Sons, qui n'est pas du tout du sur-mesure. On m'a dit que le costume était très très bien. On m'a félicité pour la couleur et compagnie. Et sur le laïque, j'ai fait du sur-mesure et on m'a aussi félicité. Mais donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas se dire si je fais du prêt-à-porter ou du demi-mesure, c'est pas ouf. Non, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix qui sont bons sur ça. Sur le costume, finalement, c'est plus une perception un peu personnelle. J'imagine que le budget va jouer entre que le sur-mesure, ça doit être plus cher que le prêt-à-porter. Évidemment forcément. Que si le budget n'était pas une prise en compte, je pense que tous diraient je vais sur le sur-mesure. C'est le budget qui va... Parce que typiquement, on va passer de 3 pièces à 600 euros à 2000 euros, 1008, 2000... pour du sur-mesure. Pour du sur-mesure. En fonction de ce qu'on prend, ça peut être très bien de 1008 jusqu'à 3000. Ok. Voilà. Donc, je veux dire, en tant qu'homme à marier... c'est finalement donc un choix un peu, c'est de la perception perso. Au-delà du budget, c'est si tu es plus ou moins à l'aise avec le fait d'avoir du prêt-à-porter ou du sur-mesure ou du demi-mesure. Il n'y a pas d'autres sujets particuliers, entre guillemets, à connaître, anticiper. Les délais, juste aussi sur le choix du costume. Alors après, ça peut faire... je peux en parler longtemps. Mais ce qui est important, c'est d'être cohérent avec sa thématique de mariage, avec la mariée ou le marié. Donc le choix de la robe de la mariée peut influer sur le costume. Typiquement sur mon choix de costume pour le laïque, j'hésitais entre plusieurs couleurs et les 2 entreprises se sont mis en contact pour en gros donner des détails. D'accord. Pour qu'on m'indique un choix de couleur qui puisse correspondre avec la robe. D'accord, ok. Donc à savoir ça, effectivement. C'est une astuce. Mais généralement, sur certaines enseignes, ils le proposent directement. Ou alors, ils demandent discrètement à madame. Donc prévoir une coordination pour monsieur, prévoir la coordination avec le fournisseur. S'il le souhaite. Encore une fois, il y en a, ils veulent être au contraire complètement différents parce que il n'y a pas d'envie spécifique d'être raccordé et c'est pas négatif encore une fois, c'est juste voilà, mais ça c'est des petits détails. Okay. Sur le costume, je dis toujours aussi c'est très important de choisir un costume qui nous va. Il y a plein de choses qui influencent sur le rendu final. Comment tu peux choisir un costume qui ne te va pas? Typiquement le 3 pièces, le gilet, ça peut en fonction des carrures, on va influencer sur le nombre de boutons. D'accord. Qui vont affiner la ligne. Si on veut allonger notre silhouette, on prend le 3 pièces parce que si on prend un 2 pièces, ça fait une cassure, donc ça voilà. Il y a plein de choses, c'est plein de détails comme ça où après on est sur du détail, on pousse. Non, bien truc. sûr, mais pour ceux qui sont c'est important curieux d'avoir un bon rendu, ils peuvent creuser la question et je recommande soit d'aller voir quelqu'un qui va les conseiller, okay. Soit de regarder des vidéos sur internet où il va trouver plein d'astuces, de détails. Donc le choix du costume côté donc pour le marié, il y a tout un ensemble de détails qui peuvent permettre de jouer sur le rendu de la silhouette. Oui, énormément. Ok, c'est intéressant. Et encore une fois, on peut se permettre d'être aussi bien sobre que décalé. Moi, j'avais un imprimé pin-up à l'intérieur de mon costume avec des trucs brodés. Voilà. Ok. Mais c'était à l'intérieur, c'est-à-dire que si je voulais qu'on le voit, on le voit. Si je voulais rester sobre, je le laissais. D'accord. Ouais. Il y a ce genre de petits détails du coup qui peuvent rentrer en compte. Ouais. Côté robe de mariée, là encore, qu'est-ce que tu peux nous dire? J'imagine qu'il y a peut-être pas du prêt-à-porter en robe de mariée. Si. Il y a même de la location. Ok. Pareil pour les costumes. Je joue vraiment le rôle du novice sur le sujet, même si je pense que je le suis un peu. Non, il y a tout, encore une fois. De la location, de l'achat, du prêt-à-porter, du sur-mesure. Encore une fois, pas de mauvais choix. Faut pas que les gens se sentent coupables parce qu'il y a un manque de budget de se dire voilà.
évidemment que il y a certaines choses qui vont influencer, du style la qualité des produits, la couture, comment elle a été faite. Enfin, voilà. Ça, je ne vais pas me mentir non plus en disant qu'on prenne du prêt-à-porter de chez H&M, je grossis le trait, et une grande créatrice, il va y avoir une différence, évidemment. C'est pas le même prêt-à-porter. Mais voilà. Mais il n'y a pas de, en tout cas de bon ou de mauvais choix. Oui, voilà. Il y a un budget, c'est coûteux un mariage. En moyenne, si on prend une grosse moyenne, c'est entre 20 et 30 000 à peu près, en moyenne. Hein. Il y en a des en dessous, il y en a des au-dessus, donc voilà. Mais ça reste un budget. Et donc la robe reste généralement un poste assez important. Le plus gros budget dans un mariage, c'est le traiteur. C'est ça qui vraiment, je pense, est le plus gros truc. Okay. Après, il y a le domaine qui va avoir son coût, surtout s'il y a des couchages. Et après, il y a le reste. Et donc, typiquement, la robe, si on en prend une qui vaut 3000 ou si on en prend une qui en vaut 800, bon. Ça impacte le budget. On reste un peu là justement sur la robe. C'était intéressant ce que tu nous disais par rapport aux les détails sur lesquels on peut aller avec un costume. Ça va être quoi les quelques petits paramètres sur lesquels on peut jouer avec la robe de mariée? Le choix des matières, le choix des motifs, la coupe, il y a énormément de coupes de robes, princesse, sirène, droite, il y a même beaucoup de mariés, certaines mariées qui se mettent en costume aussi. Ah, ok. Ça se fait. C'est marrant. Ouais, ça se fait beaucoup. Beaucoup pour le civil généralement. Des costumes blancs, mais très classe, hein, vraiment bien fait. Donc il y a énormément de possibilités. Encore une fois, il faut être en raccord avec son thème. Typiquement, si on a un thème, le thème un peu à la mode, je sais que ça arrive après, mais bohème, c'est très très en vogue. On va pas aller mettre une robe sirène ou princesse. On va être plus sur quelque chose de léger, tout ça. Donc ça influence ça. Après, il y a encore une fois, on peut mettre des épaulettes sur la robe de tulle qui s'envole ou au contraire une fente sur la robe. Voilà. C'est comme le costume, il y a... Ouais, il y a tout un tas de détails sur lesquels on peut jouer pour avoir une robe à son image, quoi. C'est ça. Ok. T'évoquais le traiteur il y a un instant. On embraye sur le traiteur. Allez. Comment tu choisis ton traiteur? Tu commences par quoi? C'est quoi les questions que tu te poses pour choisir ton traiteur? Déjà, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans l'organisation de son mariage. Il y en a qui veulent un buffet, il y en a qui veulent au contraire un service à table. Et ça, déjà, ça va influencer. Il y en a qui se disent on sait que c'est un gros budget, donc on va pas aller chercher... les gros traiteurs ou des choses comme ça, on va essayer de faire. Il y en a qui même font des fois eux-mêmes, qui font appel à la famille pour dire on va essayer de faire des trucs. Il y a tout, encore une fois. Mais le traiteur, typiquement, si moi je te remets comment nous on l'a choisi, on a eu l'expérience de plusieurs traiteurs. Alors, je peux citer? Tu peux citer, ouais, vas-y. Nous, on a choisi un Blot, un traiteur. Donc très très bien pour le service à table, nickel, tout ça, la qualité des plats, enfin rien à redire. Et il y avait aussi, on a eu expérimenté, là c'était pour le brunch Gueuleton. D'accord. Très très bien aussi, très sympa les gars. Ok. Ils sont arrivés je crois à 5h ou 4h du matin. Et il y avait des gens encore bien chauds. Bien entamés. Ouais. Donc et ils ont quand même réussi à prendre un coup de rouge avec eux à 5h du matin. Ok. Donc pour eux, c'était le petit-déj. Ouais, mais par contre, attention, hyper sérieux et tout ça, ouais, les gars, pro. C'est pro. Ça, c'est marrant, c'est Gueuleton qui vous ont fait le brunch. Pas pour nous, mais pour le mariage de ma belle-sœur. D'accord, ok. Et c'était un bloc qui avait fait aussi le brunch pour nous. D'accord. Donc de A à Z. Par contre, ce que je recommande sur un choix de traiteur, c'est de tester. Et c'est pareil pour les gâteaux, tester. Donc à retenir, on a la possibilité de tester. Tous les traiteurs, la majorité des traiteurs offrent la possibilité de tester. Oui. Généralement. Après, c'est-à-dire que s'il y en a qui disent non... Ça peut cacher quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas expert traiteur. Je vais pas, non, mais tu peux nous parler de ton expérience. Mais d'expérience, j'ai toujours eu une dégustation.
D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est généralement le week-end avec ta femme, ton homme, tu passes le samedi midi, la semaine Ouais, c'est un peu quand il y a des dispos. Bon, généralement, là, nous, c'était en semaine, un midi. Ok. Donc, on a bien mangé un moment dans la semaine. Mais c'est super important parce qu'il y a typiquement plein de plats. Alors, on goûte des petites portions, mais on se dit, ah bon, ben ça peut bien aller. Ah, ça, je pensais que c'était bien, mais au final, non. Ça va bien aller avec le thème. Ouais, Ouais, le traiteur peut aussi te faire rentrer dans un thème. Absolument. Intermer, typiquement, en thème, plage, on va être sur les fruits de mer, etc. Un côté, je sais pas, Amérique, on va être sur de la bonne barbaque. Ok. Voilà. Ok. Ouais, ça, c'est des exemples de thèmes de mariage que tu as eu. Dans un thème, il y a plein de pôles. Et ça passe par la déco, le traiteur, l'alcool, le dress code, les musiques, ça passe par tout. Ouais. Donc, parce qu'il y en a qui... après, on abordera le thème, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, je grossis le trait, mais je veux un thème Disney. Ils pensent qu'il pour un thème Disney, il faut mettre des affiches Princesse Réponse et on est bon. Sauf que non, pas du tout. Ça passe par plein de petits détails. Ça s'arrête pas là. Bah, c'est bien, bonne transition avec le thème, on va pouvoir développer. Allez, c'est parti. Du coup, donc, que veux-tu savoir? Donc ton choix de thème, tu as quelques exemples, tiens d'abord à nous, des plus traditionnels aux plus décalés, toi que tu as pu voir. Déjà, pour moi, le thème, il faut voir ça comme un fil rouge. Il faut que ça soit conducteur et pas quelque chose qui nous bride. Typiquement, sur mon mariage, il y en avait plusieurs. C'est un mélange de bohème, chic, rock et pop culture. Voilà, on était dans une bonne tambouille. Ok. Le plus important, c'est de rendre ça cohérent. Que ça fasse pas tout vraiment à tout. Il faut avoir un ensemble harmonieux. Oui, ça, par contre, c'est la règle. C'est la règle, c'est ce que je conseille en tout cas. Et après, dans les thèmes, il y en a plusieurs. Donc, comme je disais, pop culture, rock, j'ai fait des mariages Peaky Blinders. Au contraire, des mariages chic, tradi, bohème. Et ce thème-là, donc après, va venir influer choix de la robe, choix du costume, oui. choix des plats pour le dîner, pour le brunch, la musique, on en parlera après aussi. Mm-hmm. Voilà, le thème influe sur l'ensemble, quoi, finalement. Le thème sert à guider les choix de l'ensemble. C'est surtout ça. Après, il y en a qui n'ont pas de thème et qui disent c'est le thème mariage. Ouais, donc voilà. C'est un mariage. Débrouillez-vous avec ça. Oui, en gros, on se dit bon, qu'est-ce que tu vois pour ton mariage? Et tiens, je verrai ça. Ça te dirait pas, on fait un truc un peu dans l'idée, nanana. Et c'est là que le thème arrive, généralement. Ok. Donc c'est un peu comment dans sa tête on se le voit. Et comment on se le voit, on se dit tiens, y a ça. Après, il y en a qui décident des thèmes. Là, tout à l'heure, je parlais justement de Disney. Là, j'ai un couple, ils font le thème Disney parce qu'ils se sont rencontrés à Disneyland. D'accord. Et c'était un hommage à leur rencontre. Donc, je vais dire, faut qu'il y ait quelque chose qui te raccroche. C'est un peu c'est original, on va dire, le thème Disney pour son mariage. Ouais, alors en original, j'ai eu thème un peu à la Tim Burton, voilà. Ok, genre Charlie et la chocolaterie. Non, plus Noces funèbres et compagnie. D'accord, ok. Donc, ce qui est très bizarre d'ailleurs. Dans un autre registre. Mais donc voilà, mais après, quand c'est bien fait, c'est pas nul. Il n'y a pas de mauvais thèmes. Tous les thèmes sont... Bon, après... T'en as eu, non, des mauvais thèmes? Si? Non? J'ai pas eu de mauvais thèmes. Mais on a que des mauvaises exécutions. Mais j'ai eu des mauvaises exécutions, ça oui, ça m'est arrivé. Est-ce que tu peux nous citer un exemple? Alors c'est là où on donne des noms. Typiquement en mauvaise exécution, j'en ai eu un où c'était un peu autour du jeu vidéo. Bon, enfin déjà il y avait un problème d'ambiance générale dans le mariage, mais ce qui n'a vraiment pas aidé, mais c'était pas l'exécution était pas, je donnerai pas de détails, mais c'était pas bien. Ouais, le rendu était pas dingue. C'était pas foufou. Ok. C'était pas. Donc avec pour conséquence, c'est quoi une ambiance un peu. Déjà l'ambiance était ratée. Ok. Mais ça c'était pas dû à la déco et voilà. Non je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre en. Parce que j'aime pas trop dénigrer non plus. Non, bien sûr. C'est un moment un peu unique aussi dans leur vie, donc voilà.
Non, mais après, ça n'empêche que toi, tu peux avoir un ressenti personnel sur le sujet. Et bon, ce qu'on peut dire, à la limite, en conclusion sur les thèmes, c'est que voilà, c'est pas le choix du thème qui va faire que c'est oui ou non réussi, mais c'est peut-être effectivement plus l'exécution, l'ambiance qui en résulte et tout ça, quoi. Bah, en fait, typiquement, alors je vais me mettre plein de gens à dos en disant ça, mais dans 4 mariages, une lune de miel, je vais dire que dans mon avis, souvent, l'exécution est pas fou. C'est pas fou. Ok. Mais les thèmes sont bien. Mais des fois, c'est un peu bon. Vas-y, dans ce que tu as pu observer, quoi. En tout cas, toi. Mais au final, même la wedding planner qui sert de juge, elle dit très bien ce au final, ce que je pense aussi. Il y a des choses où on se dit, bon, ben là. Pas terrible. A des capacités, mais ne s'en sert pas. D'accord, ok. C'est politiquement correct. Voilà, c'est ça. La musique, donc tu l'as évoqué un petit peu précédemment. Oui. Il y a des prestats, donc de base, on va se dire spontanément DJ. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre pour son mariage? Tu nous parlais donc de la caravane tout à l'heure. Ça, c'est vrai que moi, j'ai jamais vu ça dans un mariage et j'imagine que le rendu doit être assez cool. Ouais, c'est ça, c'est cool, c'est de la déco, c'est sympa. Il y a des live bands aussi, je crois que j'ai déjà vu. Il y a quoi d'autre qu'on peut voir, tu vois DJ live band, il y a j'avais vu au salon du mariage une chanteuse d'opéra. Original. Oui. Je vais faire un mariage avec un groupe de gospel à l'église. Ok. J'ai super hâte. Chambé. Ouais, non, ça va être bien, foufou, je pense. Ouais, trop bien. Voilà. Après, il y a artiste solo, bien évidemment. Tout ça, c'est ce que tu as pu voir, toi, en tout cas, dans tes expériences précédentes. Après, j'ai pas eu de grosses innovations. C'est artiste solo, groupe DJ ou cantatrice. Ouais, ok, on a option cantatrice. Mais voilà. Après, un groupe, ça a un coût. Plus que le DJ, des fois. Faut juste en avoir conscience. Ouais, bah, j'imagine que plus tu fais déplacer, plus t'as du monde en fait qui est là, plus la presta est originale aussi, sort un peu du lot. Bah, c'est bien, mais c'est-à-dire que plus il reste, plus c'est en moyenne 5 musiciens à payer, quoi. Donc, ouais. Ça va vite. Ouais. Ça va vite. La musique, tu peux l'avoir quoi? Tu peux en avoir un petit peu à la cérémonie, t'en as au vin d'honneur, t'en as le soir, t'en as qui demandent aussi au brunch ou alors pas. Je recommande que ça soit tout le temps, mais encore une fois, il y en a, ils veulent un moment de calme. La cérémonie, j'en ai fait plein de cérémonies où il n'y a pas forcément de musique. Mais bon, il y a toujours ce petit fond qui aide bien. Après, généralement, il y a toujours de la musique. Que dans le brunch, dans la soirée, il y a toujours ce fond musical. Et c'est aussi là où c'est important de choisir un bon DJ pour justement que ça colle. Ouais, en termes d'ambiance, ça impacte quand même. Ça impacte énormément. Le DJ, au final, arrive, je pense, en 4e pôle dans les choix de décision que je disais tout à l'heure, alors que c'est une personne qui va être maîtresse dans l'ambiance. Ouais, qui va être moteur ou au contraire... je donne un exemple très, très vite, que tout le monde va comprendre. Si on arrive dans une boîte de nuit et qu'il y a du, je sais pas, du jazz... j'adore le jazz, mais en boîte de nuit, on va pas être en mode papalap. Ouais. Que s'il y a le dernier morceau de Avamax, voilà, je ne peux pas dire Cascada parce qu'elle ressemble à Cascada, mais voilà, ça va plus nous ambiancer et on va passer une bonne soirée. Et la musique, non, c'est un rôle capital dans l'ambiance. Ok. Vraiment. Et c'est très important comme tous notre prestataire, au final, de bien discuter et de bien choisir le prestataire et d'être sûr de son travail. Ok. On a vu là du coup tout un ensemble de prestataires. On a parlé robe, costume, traiteur, musique, déco. En intro, on avait déjà bien parlé photo. Ouais. Pour faire son choix, pour faire ses courses, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? Est-ce que je dois aller me débrouiller un peu à droite à gauche en demandant à des proches ou en googlisant, ou est-ce qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui existent et qui regroupent un petit peu tous ces prestats? Alors oui, surtout qu'aujourd'hui maintenant avec Internet tout est facile d'accès, mais chacun a un peu sa plateforme de prédilection. Typiquement, moi je sais qu'au départ j'étais présent sur mariage.net, ZanQ, des choses comme ça. J'arrête d'être présent maintenant sur ces plateformes-là puisque ça n'est absolument pas générateur de business pour moi. D'accord. C'est quoi? C'est des grosses plateformes aussi? C'est la plateforme, c'est les plateformes. Enfin, mariage.net, c'est genre la plateforme référence du mariage où on peut trouver tous les prestats. D'accord. Ok. C'est voilà.
C'est le Auchan du mariage, du mariage prestataire. Prestataire. On trouve tous les prestataires là-dessus, quoi. Mais donc, il faut savoir qu'en tant que futur marié et eux, en allant sur une plateforme type mariage.net, tu te coupes d'une partie des prestats parce que j'imagine en termes de business, c'est moins intéressant donc pour vous. Le business plan de mariage.net, c'est que tu payes pour être en avant sur les premières pages. D'accord. Si tu n'es pas en avant sur les premières pages, ça marche un peu comme Google. Plus tu avances dans les pages, plus tu as la flemme d'avancer dans les pages. Donc voilà. Et l'algorithme fait qu'on apparaît plus ou moins en fonction de tout ça. Donc c'est un coût, mais je sais qu'il y a typiquement pour les domaines, ça marche très très bien mariage.net. Parce que voilà. Mais pour les photographes, moins. Après, encore une fois, c'est mon expérience et de certains confrères avec qui j'ai pu parler. Mais, voilà. Non, mais c'est intéressant, ça, tu vois, ça permet de défricher un petit peu le sujet pour des personnes qui se lanceraient justement dans l'organisation de leur mariage. Sur Bordeaux ou la région ou même ailleurs, tu vois, l'idée c'est de donner des clés. Mais après du coup il y a le bouche à oreille, quelqu'un qui a eu un mariage, est-ce que ce prestataire était bien ou un tel. Il y a les salons du mariage qui sont en janvier et en octobre. Sur Bordeaux ? Ouais, sur Bordeaux. Ça se déroule où ? En octobre ça se passe au Hangar 14 et en janvier ça se passe au Palais des Congrès. D'accord, ok. Donc c'est un peu plus grand au Palais des Congrès. Et donc là, c'est l'occasion de rencontrer tout un tas de prestataires. Quoi. Exactement. Et typiquement, des gens comme moi. Ok. Où je suis présent et le salon du mariage, c'est vecteur pour moi de génération de business, comparé à typiquement les plateformes. Ok. Tu as des plateformes pour la photo, dédiées photo, qui existent ? Tu vois, tu parlais de mariage.net qui est très généraliste. Est-ce que tu as des plateformes un peu spé justement pour la photo ou pour la musique ou pour d'autres types de prestats ? Alors je vais pas en avoir en tête autre que mariage.net et Zankyou, il doit y en avoir d'autres évidemment. La deuxième tu dis c'est Zankyou, ZANKYOU. Ok. Mais ça a été racheté par mariage.net. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet. Ok. On va dire que c'est un point d'entrée en tout cas, mariage.net, pour aller voir un petit peu. Ouais. Et l'avantage aussi c'est que ça donne une idée des fourchettes budgétaires. D'accord. Parce qu'il y a le budget qui est affiché en fonction de certains domaines, certains traiteurs. C'est à partir de... Ça donne une notion de la moyenne de ce qui va nous arriver, quoi. Ok. Bon, après, j'imagine que assez classiquement, tu peux aller aussi googliser tout simplement. Il y a Google, tout ça. Costume Biarritz ou Mon costume, je l'ai trouvé Bordeaux, parce que j'ai tapé costume sur mesure Bordeaux. D'accord. Ok. Donc ça marche aussi très bien. Ça peut marcher comme ça en tout cas. Ça peut marcher comme ça. C'est un point d'entrée. Si on repasse rapidement sur le sujet de la photo, si on parle tendance, c'est quoi aujourd'hui il y a, tu vois, 2-3 tendances un peu fortes ou pas autour de la photo sur les mariages en 2023-2024 ? Là, comme je te disais tout à l'heure, la tendance, c'est le thème bohème qui revient un peu dans l'ensemble des thèmes. C'est bohème chic, bohème rock, bohème... voilà. Les déclinaisons du bohème. Ouais, il y a un peu... Enfin, c'est un peu un... Parce qu'au final, c'est, dès qu'on met un peu de pampa et compagnie, il y a le côté bohème qui arrive. En photo, là, j'ai vu qu'il y a une tendance où, en gros, les gens... achète une paire de lunettes en gros avec la date du mariage dessus là et tout le monde met la lunette et ça fait une espèce de diapo enchaîné très vite avec tout le monde, la lunette change pas, il y a juste les visages qui changent. D'accord. Il y a ça. Moi pour ce qui est photo de groupe, j'ai vu une tendance que j'applique maintenant et que j'ai appliquée pour mon mariage et qui typiquement sur les gros mariages permettent de réduire le temps d'attente en moyenne sur 100-120 invités. T'en as pour 3 quarts d'heure, 1 heure de séance photo, à peu près. Ok, pour faire passer tout le monde. Ouais, voilà. Le temps que tonton Michel, il entend qu'on l'appelle 40 fois, bidule, machin, enfin voilà. Le témoin qui est allé aux toilettes, enfin bref. Et souvent, j'ai des mariés qui me disent bon, allez, on fait les séances photo de groupe et après on profite. C'est terrible de dire cette phrase-là le jour de son mariage, de dire bon, et après on profite. T'es censé profiter tout le temps. Oui. Et donc pour ça, il y a une tendance qui a été faite où en gros, tu transformes l'animation, la séance photo de groupe en réelle animation. Ok, explique-nous. Et ça passe de 1 heure, 3 quarts d'heure de séance photo à 5-7 minutes.
Ouais, c'est pas mal en gain de temps. Ouais. Et ça permet d'avoir des photos beaucoup plus sympas que la photo de classe classique morbide de tout le monde à la chaîne. Avance, là, faut que tu nous dises. Là, maintenant, faut que tu nous révèles le truc. Voilà, quel teaser. Et en fait, donc pour ça, tu choisis typiquement 2-3 musiques. En fonction de ton nombre d'invités, ça grossit les musiques. Mais 2-3, c'est bien. Plutôt dynamique. Et donc tu dis aux gens, on va faire les séances photos de groupe, c'est une animation, donc restez là. Et le but, c'est que tout le monde se soit pris en photo avant la fin des musiques. D'accord. Okay. Et en fait, donc pour ça, si certains veulent voir à quoi ça ressemble, parce que là, en audio, ça sera compliqué, il y a des tendances sur Insta, TikTok, où il y a marqué photos de groupe de trend comme ça, ou sur typiquement mon Insta du Marié de la Lune, lié la vidéo, si les gens veulent voir. Sur Instagram, le Marié de la Lune. Sur le placement de produit. Le nom de ton compte. Ouais. Donc ouais, c'est là sur la 4e ligne, je crois, actuellement, puisqu'après ça a changé. Sur YouTube, j'imagine qu'on peut retrouver aussi des exemples. De manière, on voit vite un peu. Il y a dès qu'on tape tendance photo de groupe, voilà, on va trouver vite l'idée, quoi. Ok. Donc ça peut être une astuce pour accélérer un petit peu. Moi, je l'ai fait pour mon mariage et ça a duré, je crois, 5-6 minutes. Et c'est quoi, t'as un chef d'orchestre à la baguette qui fait défiler un peu tout le monde? Il y a quelqu'un il y avait mon témoin qui a commencé les groupes et à un moment il était dans le tas, donc il y a quelqu'un qui a pris le relais, mais ça peut être n'importe qui au final. Okay. Le DJ est passé, on a mis du pop punk, ça s'est très bien passé. Ok. Et typiquement, ça donne des photos, il y a des gens qui sont un groupe qui est arrivé derrière nous et chacun avait pris une chaise à la main. Voilà. Ok. Et donc ils sont arrivés chaise à la main en gueulant et voilà. Mais la photo est drôle. Ok. Donc, ça te donne effectivement des clichés qui doivent être assez originaux. Ouais, les gens sont un peu plus créatifs, donc c'est cool. Ok. Parfaitement. Ça nous fait une intro aussi sur les astuces. Astuces de mariage. Première astuce, je dirais comment réduire les coûts à un mariage. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer raisonnablement, on va dire, sans que ça gâche l'expérience? On peut jouer déjà sur le fait d'être en hors saison. Parce que la basse saison fait que par exemple les domaines vont faire payer moins cher ou être en semaine. Typiquement, il y a aussi des domaines qui l'été mettent à dispo des tentes, sauf que ça a un coût. Et ça m'est arrivé de faire un mariage où ils avaient fait ça le lundi et mardi et ils avaient payé en gros un petit coût, mais pas le vrai coût parce que le domaine n'avait pas eu à démonter les tentes, du coup ils bénéficiaient du montage déjà fait. Ok. Ils ont, en gros, donc il y avait eu mariage samedi dimanche, j'imagine, sur le domaine. Ils ont fait lundi mardi et du coup il y avait ça typiquement où ils ont dit on vous fait une petite réduction là-dessus. Ok. Il y a aussi des astuces auxquelles on ne pense pas forcément, mais à partir d'une certaine heure, on va pas se mentir, le gosier il est plutôt annihilé, le palais il est plus là, il est parti en vacances. Donc on voit plus trop la différence. Ouais, un peu attaqué. Ouais. Voilà, enjaillé, on va dire. Et du coup, beaucoup de fois, il y a des gens qui, à la fin du repas, mettent du champagne. Et ce que je propose, c'est de prendre un très bon crément qui va faire énormément le taf, mais qui va coûter facilement 2 fois moins cher. Ouais. Et personne ne va s'en rendre compte, parce que ça va ressembler à une bouteille de champagne, et ils vont prendre ça en mode du champagne, tac, tac. Personne ne va s'en rendre compte, sauf que le coût, il est réduit de 2. Ouais. Et ça, c'est très simple. Après, pas se mettre trop de suppléments. Voir d'abord les coûts qu'on veut mettre sur les grosses bases. Et une fois que ça, c'est bon et qu'on voit qu'on peut faire plus, on fait ça. Mais ne pas dire « Ok, je veux ce supplément » avant d'avoir fini le budget. Ok. Ouais, c'est assurer, on va dire, d'abord toute la base. Assurer la base pour être sûr qu'on puisse se permettre après potentiellement de faire grossir la note. Il y a plein de typologies de prestataires où c'est ce que je qualifierais un peu de bonus, ce qui est pas du tout péjoratif parce que c'est très bien, mais c'est... Tu penses à quoi par exemple? Moi, un truc que j'ai fait pour mon mariage que je trouve top, donc vraiment c'est pour ça que je dis que c'est pas dégradant ou rien, parce que vraiment c'est foufou. Le concept est fou. C'est Allo Corner qui font des bornes de livres audio. En gros, tu as une vieille cabine, tu décroches et tu laisses ton message et tu raccroches. Ah, c'est charmé. Et ça nous a permis d'avoir des messages audio après le mariage. Quand tu dis, ça s'appelle Allo Corner. Allo Corner. Et c'est pas en plus si cher que ça pour ce que c'est. Donc franchement, tu peux nous dire, tu peux nous donner la fourchette? En gros, je crois que si de mémoire,
que je me fasse pas taper sur les doigts parce que je m'entends très très bien avec le gars qui gère ça. Je crois que le début est à 250 et après l'autre c'est 450, 500, un truc comme ça. D'accord, ok. Donc ça peut être un poste relativement raisonnable en fait. C'est relativement raisonnable, mais sauf que ça habille la pièce, ça fait une sorte de mini-animation. Et il m'avait dit quelque chose qui était très pertinent, c'est que ça garde les voix de certaines personnes, et certaines personnes qui potentiellement plus tard ne seront plus là, comme les grands-parents ou autres. Et mais c'est vrai que c'est la voix, c'est quand même un truc, voilà, c'est pas la photo, c'est autre chose, donc c'est ça vient bien compléter, je trouve, la photo, parce que ça vient bien compléter, tout est complétable en plus, donc mais voilà, et on a de l'émotion et le reste. Voilà. Ça dépend, je pense que la teneur des messages doivent évoluer entre le sortie de cérémonie et la fin du dîner, quoi. C'est ça. Voire la fin de soirée. Bon, il y en a qui ont attaqué très fort dès le départ, mais voilà, non, ouais, ça fait en tout cas un bon souvenir. Non, c'est vrai que les photobooths, on en voit beaucoup, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. Ouais. J'ai jamais eu le coup du corner audio. Et en vrai, je trouve que l'idée, elle est trop bien. Honnêtement, je peux que recommander parce que c'est une option que chaque fois j'en parle à mes futurs mariés parce que je l'ai testé moi et je ne peux que dire que c'est bien. Okay. Parce que c'est un supplément, mais c'est bien. T'achètes des beaux souvenirs, je trouve, quelque part, quoi. T'as quoi d'autre comme option auquel tu penses là, en truc aussi un petit peu comme ça. Là, ce qui est en train d'arriver, de se démocratiser un petit peu, puisque je l'ai vu sur le salon, c'est la caméra en 360. Je sais pas si tu vois cette espèce de plateforme où tu te mets dessus et t'as un truc qui tourne autour et ça te fait... Donc t'as là où les personnes qui sont au centre finalement d'un cercle. Ça arrive beaucoup, c'est pas mal. En termes de rendu, c'est rigolo, ça te fait une petite vidéo qui a pour but que je pense que tu ne mettes que sur tes réseaux et on est sur du consommable pur et dur, mais c'est bien. Ok. On continue dans les astuces, transport et retour de soirée. Ouais. Typiquement, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de drame à ton mariage. Donc, ça plombe un peu l'ambiance. Ça peut plomber l'ambiance. Et du coup, faut bien voir si du coup tu peux gérer les retours. Et pour ça, il y a plusieurs astuces. La première, c'est que tu te mets une salle où il y a des choses des gens qui peuvent te récupérer de type taxi, Uber ou transport en commun, tout simplement, ou qu'il y ait des logements sur place. Ok. Ça, c'est voilà. La deuxième, c'est comme ce que nous on a fait, c'est des navettes où en gros il y a une espèce de minibus qui vient te chercher et par lot de 20 ou 40 et comme ça à des horaires et comme ça tu es sûr que tout le monde va rentrer la voiture, et qu'on est bon, quoi. Il te dépose en plein centre-ville, mais au moins tout le monde a la commodité de voilà. Et la troisième, c'est une semi-astuce mais ça marche quand même, c'est il y a énormément de variations de sans alcool. De type gin, par exemple. Les gins sans alcool, il y en a des très très bons, et s'il y en a qui se disent je vais ralentir, mais je veux quand même avoir le côté l'effet placebo, ouais. C'est des choses qui marchent très bien. Maintenant, j'ai vu des rhums sans alcool, des vodkas sans alcool, trucs où on se dit la vodka sans alcool, ça doit être quelque chose. T'as déjà goûté du coup non. Je n'ai goûté que le gin sans alcool, pour être honnête, mais j'ai vu les bouteilles. Mais est-ce que je suis curieux? Bon, voilà. C'est comme la bière sans alcool, quoi. C'est en bière sans alcool, je trouve qu'il y a des choses qui ressemblent. Oui, mais d'ailleurs, attention aux femmes enceintes, il faut bien regarder, les bières sans alcool ne sont pas toutes sans alcool. Ouais, c'est pas du 0,0. Il y en a certaines, mais bon, faut vérifier. Ok, donc ça peut être de prévention. Ouais, c'est bien. Ça peut être une astuce, en tout cas, c'est effectivement de prévoir au niveau du bar, pour limiter la conso sur la fin de soirée, des apéritifs sans alcool, quoi. Ouais. Finalement. Okay. C'est vrai qu'en fait, cette question du transport, clairement, moi je te dis ce que je pense, tu vois, c'est que c'est vrai qu'une soirée où le fait de pouvoir boire et que tout le monde puisse boire un petit verre, je pense que ça participe à l'ambiance. Oui. Clairement. Alors après, qu'on le regrette ou non, le fait est là, tu vois, je trouve. Et que de prévoir un retour, tu peux te mettre un peu sur la retenue, finalement, de savoir que derrière tu dois prendre ta voiture parce qu'à 4h du matin il faudra rentrer jusqu'à l'hôtel ou potentiellement faire plusieurs dizaines de kilomètres pour rentrer chez toi. C'est vrai que tu vas pas passer la même soirée, quoi. Donc cette question du transport, elle est hyper importante. Elle est importante, ouais. Encore une fois, c'est du mariage. Le mariage, c'est plein de détails. Donc c'est pour ça que 2 ans d'organisation, c'est pas trop mal.
au final. Finalement, ouais. Des erreurs à éviter ou pas dans l'organisation de son mariage, les grandes erreurs classiques à ne pas reproduire. Alors, en erreur, c'est ne pas prévoir assez de temps de planification. On en parlait tout à l'heure, 2 ans, de ce que je viens de dire. C'est pas du luxe, c'est confortable, mais c'est bien parce que typiquement des détails comme ça, faut se dire, c'est important de se dire, ok, quel cas de figure va arriver potentiellement et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Et ça, c'est le temps de préparation. On en parlait aussi tout à l'heure, c'est se faire l'idée de son mariage idyllique sans tenir compte du budget. Parce qu'évidemment, tout le monde veut un mariage énorme, mais ça a un coût et il faut bien en avoir conscience avant de se dire la désillusion, elle est hard, quoi. Donc voilà. Donc travailler un peu la partie budget, quoi, en amont, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, entre guillemets, quoi. Ouais, voilà. L'autre conseil que je donne, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est de lire les avis sur les prestataires et de bien tester si on peut, type traiteur ou autre. Avis Google ou avis mariage.net ou avis Google, mariage.net, avis de toute manière. Les avis, si les gens ils sont pas contents, c'est très dur d'avoir des avis des gens contents, mais des gens pas contents, ils sont là. Y a pas de problème. Un client content est toujours un client qui se tait. C'est généralement en marketing, on disait ça. Et du coup, le dernier conseil que je dirais, ça serait de ne pas tenir compte de sa moitié. J'explique. Ah, là, il faut que tu développes. Là. En gros, typiquement, dans ce qu'on prend, dans ce qui se fait le plus souvent, c'est la femme qui organise, et avec ses idées, son truc, ah regarde, j'ai vu ça, nanana, nanana. Sauf que le gars avait peut-être des envies, et du coup, qui passe un peu à la trappe. Qui passe à la trappe parce que il n'a pas eu trop l'occasion ou le cran ou j'en sais rien. Enfin bref. Soit il a laissé l'organisation à madame, soit ça l'intéresse pas trop. Oui. Mais encore une fois, il y en a, c'est aussi par choix. Combien de mariés j'ai ou j'ai que la mariée, enfin la future mariée, et parce que le gars, ça lui passe un peu au-dessus de la tête, mais une fois qu'il est sur place, il se dit j'aurais bien vu ça ou ça, et c'est dommage. Donc c'est important de se dire, est-ce que ça t'es sûr que ça te plaît, est-ce que sinon on peut discuter, est-ce que tu as des envies pour le mariage, est-ce qu'il y a un truc qui te ferait plaisir. Toi, ce que tu constates quand même, c'est que généralement c'est la femme un peu qui a le lead sur l'organisation, ou c'est assez partagé? Historiquement, elle a le lead. Je vois de plus en plus que la tendance commence à faire que c'est plus que la femme mais le couple. Après, évidemment, il y a encore, hein, mais en moyenne, quoi, en fait, dans ce que tu constates, toi, en tout cas, il y a une évolution vers. Il y a une évolution. Et donc, ce que tu conseillerais pour continuer, parce que c'est bien d'être, ça va dans le bon sens. Je dirais que ça s'équilibre un petit peu en termes d'investissement. Donc, on ne pourrait que recommander finalement, notamment aux hommes, de s'intéresser dès le départ, de manière à s'éviter des surprises le jour J, quoi. Oui, et surtout pas. Après, il y en a qui sont très en paix avec la notion de l'inconnu, mais non, ouais, et puis je veux dire, c'est quand même un des plus beaux jours de notre vie normalement, donc c'est toujours sympa de s'intéresser à ça, quoi. Ouais, c'est intéressant. Honnêtement, enfin pour en parler à froid, de retour d'expérience, oui, c'est du travail, oui, c'est du temps, tout ça, mais c'est hyper sympa, quoi. C'est un projet cool que tu mènes à deux, quoi. Ouais, c'est ça. On passe des soirées avec un petit verre de vin ou une petite bière à parler, des trucs, machin, et ça, ici. C'est sympa, quoi. Ouais. C'est un bon moment. Avec un petit verre de vodka sans alcool. Non. C'est un moment discutable. On va parler maintenant des mariages sur Bordeaux, des mariages sur la région. Ouais. Donc on va rentrer dans le concret. On va te demander des noms. Allez, demande des noms. Avant le mariage, EVG, EVJF, j'ai vu sur ton site que c'était un sujet que tu abordais. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées, quelques suggestions, quelques inspirations pour passer un bon EVG ou un bon EVJF sur Bordeaux, sur la région? Ouais, alors je vais pas faire de distinction entre les deux, parce que pour moi je vais donner que des choses qui me semblent bien pour les deux. Je vais pas être dans le cliché de aller se faire les ongles ou aller lancer de la hache. Parce qu'en plus maintenant il y a les femmes lancent des haches aussi et les hommes se font les ongles. Okay. non mais voilà, donc je vais rester sur des choses assez neutres, je veux dire. Le premier, je vais commencer un peu global et après je vais donner une petite nouveauté découverte sur Bordeaux qui se fait. Je vais conseiller de prendre un abritel ou un Airbnb
Parce qu'au final, ça permet de rassembler plein de gens dans un lieu qui, vu qu'on est nombreux, ça peut être une très belle maison, et de passer un moment hyper sympa, juste entre potes, et de passer un très très bon moment, ce qui n'empêche pas de faire des activités autour. Ouais. Donc la base. La base, un logement commun pour être ensemble. On arrive avec le château et après on va affronter le dragon dehors. Ok, ça va. Dans ça, j'ai vu typiquement, il y a un site internet qui propose des trucs comme ça. C'est Arial Desmonges. Voilà. Ok. C'est un autre truc où ça propose plusieurs typologies d'endroits en fonction du nombre de personnes. Et ça, c'est quoi? C'est pour le logement, tu veux dire? Ouais, c'est pour le logement, ouais. Okay. Mais dans le logement, typiquement, il y en a un certain où il y a le jacuzzi, la piscine, des activités que les domaines penser un peu pour les VGE, VJF. Ouais, voilà. Il y a des trucs un petit peu qui sont pensés pour ça. Et pour le dernier lieu, donc ça c'est un lieu que j'ai découvert par un couple de prestataires de mariage justement, et c'est une nouveauté qui est pas mal. Ça s'appelle Lost in Sensation à Marcenay, j'espère que je le dis bien. Et c'est des chambres assez atypiques. T'as une yourte, t'as des bulles, t'as des chambres en mode safari, des trucs comme ça. Et ils proposent plein de services de typologie. Et honnêtement, c'est assez atypique et pourquoi pas. Ok, original. Ouais, et c'est à 40 minutes de Bordeaux. D'accord, donc ok. Pas très loin. Lost in Sensations. Lost in Sensations. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour le logement. Ça, c'est pour le logement. Après, pour les activités, je vais parler activités, après je vais parler bar. Activités, il y en a plusieurs qui se font. Bon, je ne vais pas parler de l'Escape Game, parce que ça, on connaît. Mais il y a typiquement, j'ai vu qu'il y a des activités de type Koh-Lanta qui se font. Jet ski à Bordeaux. Alors Koh-Lanta, ça se fait où? Pareil, Bordeaux. Sur Bordeaux? Ouais. Ok. Là, c'est que des trucs qui sont sur Bordeaux. Hein. Ok, d'accord. Jet ski sur la Garonne, on en voit de temps en temps. Ouais. Donc, ça, c'est typique. La quiz room. Je sais pas si tu en as entendu parler. De nom, si. Alors, je ne saurais pas te dire où c'est exactement. C'est au niveau des bassins à flot, à peu près. D'accord. Dégustation de bière ou de vin rouge, où tu peux créer même ton vin rouge. Ok. Donc, ça, c'est un souvenir. L'expérience VR, il y a des très beaux endroits qui se font en expérience VR, vraiment dans Bordeaux. Il y en a 2-3. Enfin, si on tape expérience VR, les gens vont trouver assez vite. Il y a même une balade en hélico qui est possible. Ok, cool. J'ai vu ça. Et la dernière. Balade en hélico, c'est quoi? C'est autour des vignobles, par exemple? Ouais, c'est ça Bordeaux, vignobles, tout ça. Enfin, un petit tour en hélico, quoi. Ok, c'est normal. À l'américaine, mais en version Bordeaux, quoi. Et la dernière, ça serait une initiation au whisky. Alors, on est dans le classique aussi un peu, mais voilà. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi des femmes qui le font, et c'est très bien. Ok. Voilà. Dans les bars, je vais en recommander certains. Bon, il y en a un qui est un peu connu, mais d'autres un peu plus cachés. Et un peu moins connus. On veut des noms. C'est que des bons endroits, hein. On passe que des bons moments. Le premier, c'est le Point Rouge. Le Point Rouge, c'est un endroit, si on ne sait pas qu'il est là, on peut passer devant 1000 fois. Et c'est pas, ok, voilà. C'est genre un speakeasy, quoi. Un peu, c'est ça non, c'est à pignon sur rue, mais voilà, c'est juste à côté du Conservatoire de Bordeaux. Il y a le Conservatoire, il y a la station essence, et il est à côté de la station essence. Ok. Et là-bas, c'est un bar-resto. On y mange très très bien. Et ils ont une carte de, je crois, si je dis pas de bêtises de mémoire, je crois de 150 cocktails, enfin un truc comme ça. Mais c'est gargantuesque. C'est un mini-livre, la carte des cocktails. Ok. Et j'en ai goûté plusieurs, et c'est tous des bangers, donc on peut y aller. On peut y aller. Et ils sont très sympas là-bas. Le deuxième, c'est l'Ayahuasca, qui est un bar à cocktails aussi. Alors là, dans le cœur de Bordeaux, du vieux Bordeaux. Très sympa, cocktail très très bon, et ils ont une cave qu'on peut privatiser, où on peut mettre, je pense, une petite dizaine de personnes. Ah, c'est cool. 10-15 personnes, je pense. T'as ton enceinte, ils t'amènent tes cocktails, et tu peux même fumer dedans, parce qu'ils prévoient de faire des dégustations de cigares aussi là-dedans. Donc, d'accord. Donc voilà. Okay. Le troisième, c'est le Froufrou. C'est aussi un speakeasy qui, pour le coup, là, est caché. Si tu ne sais pas qu'il est là-dedans, il est rue... enfin, je ne sais pas s'ils veulent vraiment que j'en ai parlé. Je ne sais pas s'il faut vraiment que je dise où il est. Mais il est sur Instagram.
Donc vous pouvez demander. Ok, bon, on n'en dit pas plus à ce moment-là sur le. Ouais, sur le je sais qu'ils veulent garder un peu leur côté secret. Ok. Et très bon cocktail. Le gars qui est derrière le bar est trop sympa, donc je peux que recommander. En connu, il y a l'Engrenage, qui est à côté de Gambetta. Cocktail, bière, vin, tout. On peut privatiser la cave. D'accord. J'ai vu que ça se faisait, donc si on est gros événement, ça peut se faire. L'Eden Garden, ça c'est vers Mérignac. C'est un bar pareil, cocktail, bière, plateau de charcuterie et tout ça. Et ils ont 2 salles de karaoké. Ok. Fermées. Ce qui peut être sympa. Marrant, ouais. Et le dernier, c'est Spirit, qui est juste à côté de la Mecca. D'accord. Et ils ont ces restaurants aussi où on peut boire un coup. Donc il y a toute typologie de whisky, de Dijon. Enfin, vraiment, ils ont une belle carte. Et ils ont une cave à cigares et un fumoir. Un cigare, on peut prendre son cigare dans un Chesterfield hyper cool. Okay. Et c'est bien aéré, ça sent pas le cigare froid. Enfin, vraiment, c'est top. Donc voilà les petites recommandations de lieux un peu, pas pour donner des noms connus, quoi. Ouais, non mais pour compléter un petit peu les activités, donc voilà. EVG, EVJF, quoi. Trop Exactement. Bien. Si, maintenant que ce week-end est passé, on rentre dans le dur avec le lieu du mariage. Écoute, je vais te demander, que ce soit dans Bordeaux, un peu autour de Bordeaux et plus globalement en Nouvelle-Aquitaine, de nous citer à chaque fois 3 lieux. Donc on commence par 3 lieux de mariage sur Bordeaux. Alors j'ai essayé d'être au plus proche, parce que Bordeaux, j'ai eu le droit de donner des Pessac et des trucs comme ça, ça va. On est considéré comme ok. Je vais commencer du plus petit budget, j'ai essayé de faire 3 tranches de budget pour Bordeaux, du plus petit au plus grand. Donc le premier c'est Broussard. Musique, c'est une salle de répétition de musique et de salle de danse. Et de concert, où en fait la salle de danse est dépliée et tu peux avoir une grande salle de réception et ils ont tout le temps des mariages. Ok. C'est un truc qui marche beaucoup pour les petits budgets typiquement. Ok. Dans quel coin as-tu disé Pessac. Sur Pessac, ok. Donc ça, voilà, c'est le budget de départ. Le deuxième, c'est la faïencerie, qui est à côté de Cap-Science. Ok. Il y a souvent des événements en plus à la faïencerie. Ouais. Donc ça peut être privatisé aussi du coup pour du perso, oui. quoi. Et ils font du mariage, donc. Okay. Et là on est au cœur du centre-ville, donc niveau retour c'est tranquille. Ouais, si besoin de rentrer en jet ski derrière, tu peux. Ouais. Ça va être une expérience, mais ouais. Donc ça, là on est dans un budget qui est dans les moyennes, classico-classique. Et après, alors là on est aussi au cœur de Bordeaux, mais dans un budget autre. Mais j'ai suivi la consigne de Bordeaux. Ouais. C'est le Grand Hôtel de Bordeaux. Ok. Alors par contre somptueux, mais voilà. Alors, à quel endroit typiquement spécifiquement ils ont la suite royale, je sais plus comment ils l'appellent, mais voilà, où c'est le rooftop et il y a des cérémonies qui sont sur le rooftop et tout ça. D'accord. Avec. Donc là c'est quoi, c'est cérémonie tu peux faire? Cérémonie, après il y a le trésor d'argent avec le resto, donc où on peut manger. Beau budget. Le beau budget. Ouais. Mais tu m'as demandé Bordeaux, donc j'ai fait 3 budgets. Alors plein dans le mille, quoi. Dans Bordeaux. Et après, c'était à 1 heure max de Bordeaux. Exact. Donc, il y a en premier, je vais donner le Château Formont, qui est à Ambarès. Là, je crois qu'on est à, si je dis pas de bêtises, je crois une 40-50 de minutes de Bordeaux. Ok. Ça rentre, c'est bien. Ça rentre. C'est Ambarès, c'est la Grave. Il y a le Château L'Arrivée au Brion. J'étais obligé de le nommer parce que c'est là où je me suis marié. Ok, ouais. Qui est à Léognan, donc ça va, on n'est pas très loin de Bordeaux. C'est un beau château. Ouais. C'est une très très belle page blanche. La pièce est très très belle, enfin vraiment, voilà, il y a de quoi faire. C'est à Léognan celui-là. Et le dernier, ça serait le Château Madère à Gujan-Mestras. D'accord. Voilà. Et là, je crois qu'on est pareil à 50 minutes à peu près de Bordeaux. Ok. Donc j'ai respecté la consigne. Ouais, c'est bon élève, Pierre. Ouais, j'ai essayé, ouais. Après, en Nouvelle-Aquitaine... Ouais, donc là, on élargit un petit peu. On élargit. Mais c'est des choses qui, même si ça fait un peu plus voyager si on vient de Bordeaux, et que ça fait un trajet un peu plus long, c'est des domaines qui, à mon sens, sont assez atypiques et très quali. Le premier, c'est le Clos des Charmes. Qui est situé où ?
J'avais tout noté, mais celui-là, je l'ai pas. Faudra qu'on verra. Et ben vous irez regarder sur Google. Là, j'ai pas fait le bon élève, tu vois. Qu'est-ce qui a retenu ton attention sur le Clos des Charmes? J'ai fait un shooting d'inspi là-bas et vraiment le lieu déjà est très très beau, mais là ils ont une espèce de pièce avec piscine intérieure, avec sauna, hammam, jacuzzi, tout ça avec des plantes, des transats. C'est quoi, c'est un petit château du coup? C'est une grosse propriété? C'est une grosse propriété. Ok. Tu sors, tu as la piscine extérieure, ensuite tu as la salle de réception qui est sublime, baie vitrée partout, bois, enfin très très beau. Tu peux te préparer parce que tu as des couchages là-bas, donc vraiment somptueux. Ok. Donc tu peux y passer ton week-end, quoi, ton week-end de mariage. Complètement. Le deuxième, c'est le ranch Amadeus. Si on est sur un thème un peu cowboy. Je veux dire, il y a ranch dans le début. Ah bah, je peux pas dire mieux que s'il y a un thème autour du ranch, là-bas, c'est bien, quoi. Ok, c'est dans quel coin le ranch Amadeus? Donc il a fait le mauvais élève. Non, mais après c'est bon. Après, j'ai les lieux. Mais sur les deux premiers, j'ai pas fait le bon élève, désolé. Là aussi, on ira regarder. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? C'est le thème, en fait, quoi. C'est ça, principalement. Une salle en ranch, quoi, c'est atypique, quoi. Parce que vraiment, ça a la tête d'un décor de cinéma, quoi. Enfin, t'es vraiment dans un ranch, quoi. C'est vraiment... si ton thème, c'est un truc un peu dans l'idée, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. T'as un cheval, non, à minima, dans le dehors? Ouais, enfin, ils ont un truc extérieur, enfin, ils ont des chevaux. Enfin, j'ai vu, en tout cas, sur les photos, il y avait des chevaux. Donc, ok. Après, ce que c'est pour les photos, je ne sais pas, mais en tout cas, ça colle au thème. Ok. Après, elle est un peu connue parce que quand on tape un peu atypique, c'est une salle qui ressort, mais en même temps, elle est très très jolie. C'est le Coco Barn Wood Lodge, qui est donc à Saint-Vincent de Tyrosse. J'ai fait un bon élève. Ouais. C'est une salle. Alors là, on est sur petit comité. Je crois que la capacité maximale, si je ne dis pas de bêtises à vérifier, mais c'est 70 personnes. Ok. Entre 70 et 90, je dirais, mais pas. Voilà. Donc on est sur un petit truc, mais par contre, la salle est. Enfin, thème bohème, somptueux. Ok. Vraiment, voilà. T'es déjà allé, toi, là-bas? Je suis jamais allé, malheureusement. Je n'ai vu que des photos d'inspi ou de leur site et tout ça, mais c'est. Donc ça a l'air magnifique. C'est très très beau. La dernière, c'est le domaine de Pétios à Saint-Paul-en-Borne. Voilà, le fameux domaine de Saint-Paul-en-Borne. Très très beau, très grand. Quel style? On est sur, on se marie dans, ils ont après tout, ils ont eu plusieurs cas de figure, mais typiquement la cérémonie laïque se fait dans la forêt. Ok. Et après, ils ont plusieurs typologies d'habitat, mais ça fait très maison en briques, tu vois un peu. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de couchages, piscine, service au petit-déj, le lendemain, une salle dédiée pour. Enfin, voilà, des fois, ça prend des événements d'entreprise pour te donner une idée du couchage. Et très beau lieu aussi, vraiment top. Ok, bon, c'est bien. En plus, j'en ai demandé 3, on en a 4. C'est parfait. Là, c'est pour rattraper les adresses des deux premiers, tu vois. Voilà. Est-ce que récemment, on a fait un mariage au mois de décembre, donc un mariage d'hiver. J'ai l'impression, en plus, quand j'en entends parler autour de moi, que ça se fait de plus en plus, des lieux de mariage automne-hiver. Est-ce que tu as un ou deux noms à nous donner? J'en ai 2. Mais après, sur cette question, je trouve que c'est aussi important de se dire que tous les domaines peuvent marcher. Bon, alors évidemment, thème plage sur la plage, en hiver, c'est un peu... ça fait moins adapté, quoi. Courage à la mariée et au marié sur la plage. Bref, mais donc il n'y a pas vraiment, je dirais, de trucs attitrés hiver, été. On n'est plus sur de la basse saison comme on parlait tout à l'heure. Mais typiquement, dans les lieux... il y a le domaine du conseillant à Cubzac qui a pour avantage d'avoir une salle pour faire la cérémonie laïque séparée de la salle de réception. Donc c'est-à-dire qu'on est en intérieur et j'ai fait d'ailleurs un mariage plutôt de type hivernal là-dedans et les gens étaient au chaud. Donc ça permettait de faire la cérémonie. On n'est pas dans la forêt. Mais c'est possible parce qu'ils ont aussi un espace, mais... la possibilité d'avoir un toit, beaucoup de salles l'ont, mais voilà, si tu m'as demandé des noms, j'ai essayé de varier. Voilà. C'est bien, tu as bien répondu à la question. Et le deuxième, c'est le Château Gassy à Carignan. Pareil, option d'être abrité, donc, et très beau lieu. Donc voilà, je ne peux que recommander.
Merci pour cette belle liste, Pierre. Je t'en prie. On ira mettre les illustrations après sur Instagram là, de tous ces lieux, notamment donc, sur l'Instagram Bordeaux Stories. Maintenant, on va te demander, là encore, de nous parler de tes expériences avec quelques anecdotes. Entre, tu vois, on a parlé justement organisation de mariage, donc j'imagine qu'il y a des mariés qui se projettent sur des belles choses. Et puis le jour J, c'est peut-être un peu moins sexy que ce qu'on avait envisagé, souhaité en tout cas. Donc un espèce de Instagram versus réalité, tu peux nous faire ça ? Ça peut être compliqué. Typiquement avec un exemple et qui se fait dans plusieurs mariages, c'est les fumigènes. J'ai eu un mariage avec des gens, un couple qui voulait du coup faire le fumigène sur la plage, tout ça avec les témoins, etc. Ouais. Déjà avec le vent, avec tout ça, le fumigène il peut pas partir dans le bon sens. Pour peu que le fumigène soit pas puissant, on voit toujours avec une énorme fumée, alors que ça peut être une petite fumée de tête, un tout petit truc. On peut être vite déçu, quoi. On peut être vite déçu. Et là, en plus, le petit détail, c'est que la dernière prise, parce qu'il y avait photo et vidéo, et la dernière prise, c'était que eux. Et le marié, son fumigène a commencé à faire un bruit un peu bizarre. Et ça lui a littéralement éclaté dans la main. Aïe. Et s'en est suivi 15 secondes de flottement. Où le marié criait fort et on s'est dit où il se tenait la main, donc on voyait pas si la main était entière ou pas. Aïe. Et mais bon, plus de peur que de mal, ça allait. Il a juste été surpris, on va dire. Et sur le moment, je pense que c'est un peu voilà. Mais c'était un fumigène violet avec de la poudre violette qui va sur le marié et la mariée, donc voilà, ça peut vite voilà. Ok. Donc faire attention à ça. Je dis toujours à ce qui peut altérer la tenue de la mariée. Et du coup, je vais faire le lien avec la deuxième anecdote tant attendue. Est-ce que ce serait pas une anecdote personnelle, Pierre ? Si, absolument. Là, ces deux anecdotes sont là pour dire qu'il faut faire très attention à ce que quand on prévoit quelque chose dans le mariage, que ces choses n'altèrent potentiellement pas la tenue. Typiquement, là, le fumigène, il avait pété. Bon, voilà. Le deuxième exemple, c'est à mon mariage. Le mariage, c'est bien fini, je précise avant. En fait, on avait l'officiante qui nous avait dit je vois bien que sur, tu sais, ces espèces de petits carrés de papier de musiciens là, qui s'enflamment, comme ça, tu les jettes et ils s'enflamment, ils se consultent directement. Ouais. Et dessus, on devait écrire des mots qu'on voulait se débarrasser. Enfin, tu sais, des trucs un peu négatifs. C'est symbolique. Ouais, symbolique. En gros, on brûle le mot, la chose dont tu veux te... Ok. Exact. Donc, sur le papier, pourquoi pas, tu vois. En plus, on avait prévu une musique un peu épique et tout. Enfin, voilà. Sauf qu'elle a dit, juste avant la cérémonie, je vais faire une répétition pour vous montrer un peu le geste, pour qu'on le fasse bien. Donc, elle nous montre une fois, tac, le briquet, hop, on envole. Elle dit, vous mettez bien la main loin pour que, justement, le papier... Elle dit, je vous le montre une deuxième fois. Et c'était la deuxième fois de trop. En gros, elle a fait brûler le papier, sauf qu'elle a tendu le bras, sauf qu'il y avait ma femme qui était pas loin. Et donc, le papier a redescendu et a littéralement brûlé. Je vais dire, au niveau du ventre, le tulle. Il a fait 2 gros trous du tulle dans la robe de ma femme, juste 5 minutes avant la cérémonie. Ok, sympa. Voilà. Donc à ce moment-là, moi, je me suis un peu... voilà, je menais pas large, on va pas se mentir. Il y a ta femme qui a failli disparaître, première chose. C'était 2 trous comme ça, à peu près. Alors, on ne voit pas en audio, mais c'était... c'était une grosse pièce de monnaie, quoi. Donc c'est quand même des trous. Ouais, c'était 2 balles de tennis. Ok, ouais, quand même. Ouais, à peu près. Ça se voit. Ça se voit. Surtout qu'en plus, c'est vraiment au milieu, quoi. Okay. Et au niveau du nombril, donc ça se voit. Ça se voit. Heureusement, elle a été incroyable et elle a géré assez bien le truc. On a trouvé une solution. Donc, tu parles de ta femme ? Ouais, parce que moi j'étais aux abonnés. Là, je sais pas ce qui va se passer, mais on va voir. J'étais triste pour elle. Surtout comment vous avez géré du coup l'officiante a donné sa barrette qu'elle a. En gros, on a fait une espèce de pliure sur la robe pour qu'on voit pas. D'accord.
Donc vous avez réussi à vous débrouiller. Ouais, voilà. Mais bon, fallait quand même se mettre dans la cérémonie après. Ouais. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est difficile d'embrayer, quoi. Mais bon, après, elle a géré absolument bien, donc c'était top. Alors la leçon à retenir de tout ça, c'est que tout ce qui peut altérer la tenue, que ce soit pyrotechnie, du feu, de l'eau, de la peinture, j'en sais rien, il faut faire attention à ça, quoi. Ok, on fait attention. Voilà. Merci Pierre pour tout ce... On referme le chapitre du coup des mariages et on va parler un petit peu plus de toi maintenant pour terminer, de ton Bordeaux, puisqu'en plus donc, toi tu es codéranais d'origine et codéranais jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc on peut se dire que tu connais quand même bien ton sujet. Je vais te poser quelques petites questions, tu vas donner tes bonnes adresses. Ouais. La première question, c'est tu vas déjeuner un midi en ville avec un ami, avec une amie. Où est-ce que tu l'amènes ? Alors, un midi, je vais donner quelques... J'en ai 2 en restaurant sympa, des bonnes découvertes. On peut passer un moment cool. C'est le Son of the Sun. Ok. C'est rue du Palais Gallien. Et c'est c'est le petit rejeton du restaurant Sun que je conseillerais du coup après. Et c'est hyper sympa. C'est quel style ? C'est bistronomique. D'accord. Mais abordable, attention. Donc okay. c'est très bien. Petit resto sympa, rapide, enfin c'est bien. On y mange bien. Et l'autre, c'est le restaurant Satine et Beaudandy. J'espère que je le dis bien. Beaudandy, ou je ne sais pas. Là, c'est un peu à côté de... sur les boulevards, à côté du Crédit Agricole, un peu. Sur des boulevards. D'accord. Au niveau de quelle barrière, à peu près ? Je suis nul en barrière. Bon, on ira. Mais c'est pas loin d'ici. D'ici, on y est. Donc pas très loin de la barrière du Médoc. Ouais, pas loin de 5 minutes du barrière du Médoc, en gros. Ok. Et quel style ? Plein de petites choses, plein de petites, un peu, je peux dire tapas, mais c'est plein de petits. T'as des takoyaki revisités, t'as du poulpe, tu vois, plein de petits trucs comme ça où tu peux manger. Voilà. Très sympa. D'accord. Un dîner maintenant, un vendredi soir, dîner en amoureux avec ta femme. Ah ouais. Et sans enfant. Et ça va. Il faudra couper mon tâche. Alors, j'en ai plusieurs. Là, je suis pas mal sur le côté, toujours pareil, j'aime beaucoup le côté bistronomique. Parce que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui te plaît en ce moment ? C'est-à-dire que du fait que j'aime beaucoup le cuisiner et tout ça, j'aime bien manger. Voilà. Ok. Et quand on sort, autant se faire plaisir. Ouais, t'as raison. Donc McDonald's. Du coup, il y a le premier, c'est l'Inima, anciennement Cro-Magnon. D'accord. Qui est aussi pareil, rue du Palais Gallien, tenu par une chef. Et ce qu'elle fait, c'est top. Donc je ne peux que recommander ça. Cuisine très florale. J'en dis pas plus. Ok, mystère. Le deuxième, c'est le Loco by James, qui est à côté du stade de Bordeaux. Ok. Puisque je suis pas. Donc Chaban, à côté de Chaban, c'est ça ? Ouais, parce que je suis nul en foot, donc voilà. Ok. Mais Stade Chaban, Loco by James, le resto, et je peux pas dire plus qu'on descend de l'arrêt de tram et il est là. Ok. Et quel style ? Pareil, là on est toujours pareil, un peu bistronomique, tout ça, mais c'est top. Service super sympa, chef hyper sympa, enfin on y mange bien, on est bien reçu, on sent que c'est convivial, c'est top. Donc pour la Saint-Valentin, de circonstances. Ouais, pas tous, de toute manière, là, tout ce que je veux dire c'est bien pour... mais c'est que des adresses où, voilà. J'en parlais tout à l'heure, donc du coup le Sun, donc pas le Son of the Sun, mais le Sun, là c'est menu unique, donc midi et soir. Et menu unique, des fois ça peut faire peur de se dire bon si j'aime pas tout ça, et il y a plein de fois où il y avait des aliments que j'aimais pas et qui sont passés tranquilles, comme l'ananas. Ok. Voilà, dessert à l'ananas, je me suis dit là va falloir y aller, et ça va, il a réussi à m'emmener, c'est bon. Donc voilà, se laisser tenter. Il y a le Loza qui est pareil, on est dans les mêmes, je redis pas, mais même idée. La Fine Bouche qui est rue du A. Le Botanique qui est pareil, Botanique, c'est un peu du côté après il y a la rue Judaïque, début du rue Judaïque, on tourne à droite. Ok. Et ça sera là.
Ah, mais tu passes ta vie au resto, Pierre, en fait. Ouais. J'aime beaucoup. Voilà. Et le dernier, c'est mon petit côté viandard, c'est moelleuse et persillé sur les quais. Très très bon. Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé avec Laurent dans un épisode précédent sur les restaurants de Bordeaux. Ok, bon bah du coup... ça valide visiblement la qualité de l'adresse. Ouais, du bœuf de Kobe, Wagyu, tout ça, on est bien. Ouais. C'est une bonne adresse. Une adresse coup de cœur, maintenant, donc hors resto. Ouais, le problème, c'est que en fait, Faut pas que tu m'en sortes 10. Hein. Non. Le problème, c'est que, comme tu le dis, quand je sors, c'est que j'aime bien les restos. Donc, mon coup de cœur, malheureusement, est un resto. Après, si tu veux, je peux me creuser la tête écoute, maintenant. Vas-y, t'as le droit à un. Mais alors, c'est un resto, pour le coup, c'est coup de cœur, mais c'est coup de cœur qu'on fait pas souvent. Hein. Mais ça a été un coup de... Parce que tu m'as demandé coup de cœur. Je me suis dit, quelle est la dernière sortie où je me suis dit, vraiment, là, j'ai passé un moment incroyable. Ouais. Donc, c'était un resto. Désolé. Mais, et ça m'a réconcilié avec le chef. Parce que ce chef connu de Bordeaux a un resto au Grand Théâtre. Ce serait pas un chef un peu avec les cheveux très courts, par hasard? De type très court. Ouais. Et je sais que sur ce resto-là, surtout quand on voit les émissions qu'il fait, il y a des choses à ce resto où, j'ai pas fait la table d'hôtes, mais dans le côté brasserie, donc c'est le restaurant de Philippe Etchebest au Grand Théâtre, c'est ça? Ouais, le 4e mur, c'est bien, mais bon, voilà. Après, attention, je veux pas casser du sucre parce que c'est quand même un énorme bosseur. Parce qu'il a non, bien sûr. Après, c'est. Mais bon. C'est subjectif. Ce que je te demande, c'est ton ressenti, à toi. Et attention, il mange quand même bien. Hein. Je veux pas non plus. Mais voilà. Et du coup, il a ouvert son nouveau resto étoilé, qui est la Maison Nouvelle. Et j'ai eu l'occasion d'y manger il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, on va voir si, pareil, c'est un resto un peu vendu ou pas du tout. Et je suis extrêmement tatillon sur les petits détails. T'es quelqu'un d'exigeant. Ouais. Voilà. Sur la bouffe, en tout cas, on l'a compris. Et le service. Après, je peux me laisser porter par le moment et tout ça, même s'il y a des défauts. Mais bon, voilà. Là, j'ai mangé exceptionnellement bien. Le service était exceptionnel et le cadre incroyable. Et vraiment, c'était un souvenir. Et avec ma femme, on s'est dit depuis qu'on se connaît, on n'a jamais eu un souvenir comme ça dans un resto. Ok. Et vraiment, je ne peux que dire bravo. Bon, écoute, on accepte. Alors, on accepte complètement l'adresse. Après, attention, c'est pas le même budget que le 4e. Oui, j'entends. Mais bon, voilà, si de temps en temps on peut se faire plaisir et qu'on a les moyens. C'est très peu de temps en temps, mais voilà. Véritable coup de cœur. Mais véritable coup de cœur, ouais. Des amis, maintenant, qui ne connaissent pas Bordeaux et qui viennent te voir pour le week-end. Ouais. Donc, ils dorment à la maison et toi, tu dois les occuper du vendredi soir au dimanche. Qu'est-ce que tu leur fais faire? Déjà, on va commencer par un petit resto. Ouais. Très original. Ça devient une chronique de restaurant. Ouais. On pourrait en faire une si tu veux. Donc, ouais, non. Déjà, je vais voir s'ils connaissent Bordeaux, s'ils connaissent pas Bordeaux, s'ils veulent découvrir des choses. En fonction, je vais les amener dans des endroits différents. Évidemment, le classique tour des châteaux, le vin, tout ça. Ah, tu dis classique, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde pour l'instant. On me le cite assez peu, le tour des châteaux. Ouais. Moi, chaque fois qu'il y a des gens qui font visiter, ils disent on va faire le tour des châteaux. Il y a quoi, par exemple, comme château? Je sais qu'il y a Saint-Émilion qui peut être sympa sur la demi-journée ou la journée. Châteauneuf-du-Pape, t'as des trucs comme ça. Enfin, t'as plein de... Alors, je les connais pas par cœur parce que je suis pas hyper calé en vin, donc je vais pas envie de dire bêtises, mais le tour des châteaux. Ok. Voilà. Ou alors, typiquement, faire découvrir une distillerie à Moon Arbor de whisky. D'accord. Qui sont les anciens... je vais y arriver, les anciens... là où il y a des expositions, d'ailleurs, hangars pendant la guerre, je vais y arriver. Basse sous-marine. Ouais, basse sous-marine, exactement. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une distillerie à la basse sous-marine. C'est Moon Arbor. Ouais. Et donc là, c'est eux qui tiennent ces spirits. D'accord. Okay. Et du coup, si on veut découvrir comment tout ça est fait, c'est assez sympa. Ouais, c'est original. Et ils ont leur salle de conservation de leur whisky. Est une salle, c'est un énorme silo et c'est assez intemporel comme, c'est très voilà. À voir. Alors, je viens compléter ton propos sur la base sous-marine, mais ces derniers mois,
il y a souvent des choses qui sont proposées par l'Atelier des Lumières à la base sous-marine, et je trouve que ça peut être une bonne activité justement pour un week-end. On a fait l'expo Tintin. Là, j'allais dire la dernière en date Tintin, qui était très bien. Et franchement, Bassin des Lumières. Le cadre est unique. C'est vrai que j'ai dit. C'est un peu mystique, je trouve. T'es dans le noir, t'as ce truc qui bouge, il y a la lumière, il y a la musique qui te met dans l'ambiance. C'est assez, c'est un bon 3/4 d'heure de. C'est effectivement le Bassin des Lumières, et non l'Atelier des Lumières. Pardon. Oui, c'est ça. Oui, bassin. Mais non, c'est assez. Donc ça peut être une bonne activité. C'est une bonne activité. Et je crois que je les ai toutes faites, les expos, et je crois qu'il n'y en a pas une où je me suis dit, bon. Ok, donc cet homme passe son temps au resto et à la base sous-marine. Non, dit comme ça, c'est vrai que j'ai l'impression que je sors tout le temps et que je profite tout le temps, mais non, je travaille beaucoup. Ok, donc globalement, donc on fait un petit. Il y a Tours sur Bordeaux, Tours dans les châteaux. Après, s'il connaît pas la ville, les coins un peu clés de Bordeaux, les quais, les triangles d'or, tout ça. S'il veut faire un peu de shopping, on en fait. Ça ficelle le programme, ça va et puis, dans l'ensemble. Et le soir, petit resto, qu'il n'ait pas fait le midi, on va faire un autre resto le soir, et puis après un bar qu'il ne connaît pas. Voilà. Et dernière question, femmes et enfants, vous partez en week-end à 3h max de Bordeaux, où est-ce que vous partez ? Alors j'ai dérogé à ta règle, mais pas complètement. Tu as dit 3h max de Bordeaux, mais tu n'as pas précisé par quel moyen. On est d'accord. Tu me dis pas que tu vas prendre l'avion. Si. Après, je crois qu'on peut y aller en train au final, mais c'est plus de 3 heures. C'est Prague. C'est vraiment l'endroit coup de cœur avec ma femme, sans enfant. Et on l'a fait en 2 lectures. Et 2 fois, c'était complètement différent. Et honnêtement, c'est un mini Bordeaux. Du coup, en plus, j'ai choisi ça parce que vu qu'il y a le côté aussi ancrage Bordeaux, si on veut avoir une espèce de mini Bordeaux à l'étranger, c'est clairement un mini Bordeaux. Alors, quand tu dis 2 lectures, c'est avec 2... Il y a eu un côté où on y allait pour faire la fête et l'autre, c'était culture non, au départ, c'était culture. C'était culture et un peu fête, on va pas se mentir quand même, parce que là-bas, il y a quand même beaucoup ça et qu'on aime bien tester des bières par pur besoin professionnel, on est d'accord. Mais voilà, il y avait ce côté... on visite, on mange, on boit. Très sympa. Et la deuxième lecture, on sortait du coup de 2 ans de grossesse. Et là, on n'a pas cherché la culture. Là, on a cherché juste à redevenir... Décompresser. À décompresser, exactement. Et les 2 se font très très bien. Et honnêtement, c'est... comme je dis, c'est un mini Bordeaux, donc on peut tout faire à pied. Et c'est calme, c'est pas cher comme destination. Les gens sont sympas. Et t'as du direct depuis Bordeaux ? Ouais. Okay. Et du coup, tu y passes 3-4 jours, pas plus. Et c'est très bien. C'est à 2h40 j'ai vu, donc ça va. Il m'a eu. C'est vrai que dans les questions, j'avais pas précisé le moyen de transport. J'ai filouté un peu sur celle-là, mais voilà. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour ce bel échange autour du mariage et puis autour de notre territoire, parce qu'on a pu découvrir plein d'adresses pour ceux qui soit veulent des activités, cherchent des activités pour EVG, EVJF, mais aussi pour tout ce qui est week-end, pour tout ce qui est bar. Et finalement, cet épisode s'est conclu en critique gastronomique. Des formations professionnelles. Un peu imprévu. Donc, tu seras pour l'instant l'épisode le plus long de Bordeaux Stories. Voilà, je fais le record. C'était pas voulu, mais on apprend plein de choses. Mais j'espère que c'est intéressant en tout cas. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Bon, tant mieux. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Et on te retrouve donc sur Instagram, c'est ça ? Sur Instagram, donc en tant que photographe, vidéaste avec l'Ours de la Lune et en tant que blogueur sur le marié de la Lune. Ok, voilà. Et c'est là où tu as tous tes conseils pour les mariés, c'est Exactement. ça ? Super. Merci beaucoup, Pierre, et à très bientôt. À très bientôt.